Imaginez des palais recouverts d'or, des flottes de voitures de luxe, des dépenses de quotidiennes qui dépassent le budget annuel de petits pays. C'est la vie de Ferdinand Marcos, le dictateur des Philippines. Pendant ce temps, son peuple sombrait dans la pauvreté. Mais où est passé l'argent? La réponse se trouve à des milliers de kilomètres de Manille, dans une ville paisible et ordonnée, Genève. On estime que 10 milliards de dollars volés au peuple philippin dormaient tranquillement dans des comptes numérotés suisses. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le système. Pendant près d'un siècle, un petit pays au cœur de l'Europe, célèbre pour sa neutralité, a perfectionné un art sombre, celui de cacher l'argent des hommes les plus sanguinaires de la planète. Comment la Suisse est-elle devenue le coffre-fort des dictateurs et pourquoi le monde l'a-t-il laissé faire? Pour comprendre ce pacte avec le diable, il faut remonter le temps. La Suisse n'a pas toujours été un géant financier. C'était un pays pauvre, montagneux, sans ressources naturelles ni accès à la mer. Sa seule ressource était son ingéniosité et sa position unique en Europe. Sa neutralité, officiellement établie en 1815, était au départ une stratégie de survie, prise en étau entre des empires rivaux. Mais au XXe siècle, cette neutralité politique va muter. Elle va devenir une neutralité morale, une neutralité financière. Les banquiers suisses ont compris que dans un monde instable, déchiré par les guerres et les révolutions, le capital a besoin d'un refuge, un endroit où il ne pose pas de questions, un endroit où le secret est plus précieux que l'or. Ils ont donc décidé de vendre ce secret au plus offrant, quel que soit le prix en vies humaines. Le tournant a lieu en 1934. L'Europe est à l'aube du chaos. L'Allemagne nazie monte en puissance et la menace de guerre plane. C'est à ce moment précis que la Suisse adopte une loi qui va changer la finance mondiale pour toujours. La loi sur les banques. Son article 47 fait du secret bancaire non plus une simple règle interne, mais un crime fédéral. Révéler l'identité d'un client ou l'existence d'un compte devient passible de prison. La version officielle, celle que la Suisse aime raconter, est que cette loi a été créée pour protéger les avoirs des juifs allemands fuyant la persécution nazie. Une histoire noble, héroïque. Mais la réalité, comme souvent, est beaucoup plus cynique. Cette loi était avant tout une arme commerciale, conçue pour attirer les capitaux du monde entier, y compris ceux des élites françaises cherchant à échapper à l'impôt. La vérité, c'est que la loi sur le secret bancaire a servi les nazis tout autant, sinon plus, que leurs victimes, alors que l'Allemagne hitlérienne pillait les banques centrales des pays conquis et confisquait les biens des populations juives. Où pensez-vous que cet or ensanglanté a atterri? Une grande partie a été fondue, estampillée de symboles nazis, puis transférée en toute discrétion vers les coffres de la Banque nationale suisse et d'autres institutions à Zurich et Berne. Les banquiers suisses savaient parfaitement d'où venait cet or. Les lingots portaient encore les marques des banques belges ou néerlandaises. Mais les affaires sont les affaires. La neutralité suisse signifiait commercer avec tout le monde, y compris avec un régime qui planifiait un génocide. L'argent n'a pas d'odeur et l'or nazi n'était pas différent. Après la guerre, un silence assourdissant s'est installé. La Suisse a nié pendant des décennies toute implication majeure. Elle a prétendu avoir été un acteur mineur, presque une victime de la pression allemande. Les comptes des victimes de l'Holocauste, eux, sont restés dormants, leurs héritiers se heurtant à un mur de silence et de bureaucratie. Les banques exigeaient des certificats de décès, des documents impossibles à fournir pour ceux qui avaient péri dans les camps de la mort. Ce n'est que dans les années 90, sous la pression immense des États-Unis et des organisations juives mondiales, que le scandale a éclaté au grand jour. Le rapport Volcker, publié en 1999, a finalement révélé l'ampleur de la collaboration. La Suisse a dû admettre sa complicité et verser plus d'1 milliard de dollars en compensation. Sa réputation était ternie, mais son modèle économique, lui, était déjà passé à l'étape suivante. L'après-guerre a vu l'émergence d'un nouveau type de client, encore plus rentable que les nazis, les dictateurs du tiers-monde. C'était l'âge d'or de la décolonisation et de la guerre froide. Partout en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des hommes forts prenaient le pouvoir, souvent soutenus par l'une ou l'autre des superpuissances. Ces hommes avaient un problème commun. Comment sécuriser les milliards de dollars qu'ils volaient à leur propre peuple? La réponse était, encore une fois, la Suisse. Le secret bancaire absolu et la stabilité politique du pays en faisaient la destination idéale pour l'argent de la corruption, de l'aide internationale détournée et de l'exploitation des ressources naturelles. Un simple numéro de compte suffisait à faire disparaître une fortune, la rendant inaccessible à la justice ou à un futur gouvernement. Prenons le cas de Mobutu Sese Seko, le dirigeant du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Pendant ses 32 ans de règne, il a amassé une fortune personnelle estimée à plus de 5 milliards de dollars. Cet argent
provenaient directement des caisses de l'État, des mines de diamants et de cuivre et de l'aide internationale. Pendant que son pays s'effondrait, sans route, sans école, sans hôpitaux, Mobutu louait le Concorde pour ses virées shopping à Paris. Et son argent? Il était en sécurité dans les banques suisses. Les banquiers de Genève se déplaçaient personnellement à Kinshasa pour le courtiser. Ils n'étaient pas des observateurs passifs. Ils étaient des facilitateurs actifs, des complices du pillage systématique de l'une des nations les plus riches en ressources, mais les plus pauvres du monde. L'histoire se répète avec une régularité tragique. Jean-Claude Duvalier, alias Bébé Doc, dictateur d'Haïti. Il a hérité du pouvoir de son père et a continué à terroriser et à affamer son peuple. Sa fortune, estimée entre 300 et 800 millions de dollars, a été constituée en détournant les revenus du tabac, les fonds de la loterie nationale et même les aides humanitaires après les ouragans. Et comme Mobutu, son argent a pris le chemin de la Suisse. Lorsque le peuple haïtien l'a finalement chassé du pouvoir en 1986, l'argent était déjà loin. Commença alors une bataille juridique de plusieurs décennies pour tenter de récupérer ces fonds volés. Une bataille que la Suisse, avec son arsenal de lois sur le secret, a rendue incroyablement difficile. La liste est longue et sordide. Sani Abacha, du Nigeria, qui a volé jusqu'à 5 milliards de dollars en seulement 5 ans. Augusto Pinochet du Chili, Slobodan Milošević de Serbie. Des noms qui évoquent de la tyrannie, la torture et le meurtre de masse. Pour chacun d'entre eux, les banques suisses ont déroulé le tapis rouge. Le système était parfaitement rodé. Les banquiers utilisaient des sociétés écrans, des fondations basées au Liechtenstein ou au Panama et des comptes numérotés pour brouiller les pistes. L'argent était déplacé d'un compte à l'autre, d'une juridiction à l'autre, créant une toile si complexe qu'il devenait presque impossible de remonter à la source. C'était bien plus que de la simple discrétion. C'était une industrie de l'opacité, une science de la dissimulation financière au service du crime. Quel était l'impact de ce système ? Il était catastrophique. Ces milliards de dollars, au lieu d'être investis dans des infrastructures, l'éducation ou la santé dans leur pays d'origine, venaient alimenter le système financier suisse. Ils étaient réinvestis dans l'économie mondiale, finançant des entreprises et générant des profits pour les banques et leurs actionnaires. En d'autres termes, la pauvreté et l'instabilité dans le Sud finançaient directement la prospérité et la stabilité en Suisse. C'est un transfert de richesse massif et pervers, des plus pauvres vers les plus riches. Chaque franc suisse gagné sur les dépôts d'un dictateur représentait une école qui n'a pas été construite au Congo, un hôpital qui n'a pas ouvert en Haïti, une génération d'enfants sacrifiés sur l'autel de la cupidité. Pendant des décennies, la communauté internationale a fermé les yeux. Durant la guerre froide, la Suisse était un terrain de jeu utile pour les services secrets de l'Est et de l'Ouest. Sa discrétion arrangeait tout le monde. Les États-Unis toléraient le système car il servait parfois leurs alliés anticommunistes, aussi corrompus soient-ils. Mais à la fin du XXe siècle, le vent a commencé à tourner. La chute du mur de Berlin a mis fin à la logique de la guerre froide. Et un autre événement allait frapper encore plus fort. Les attentats du 11 septembre 2001. Soudain, la traque du financement du terrorisme est devenue la priorité numéro 1. Et les comptes anonymes, autrefois si pratiques, sont devenus une menace pour la sécurité mondiale. Les États-Unis, autrefois complaisants, sont devenus le plus grand adversaire du secret bancaire suisse. Ils ont compris que le même système qui cachait l'argent des dictateurs pouvait aussi cacher celui d'Al-Qaïda. Mais leur attaque principale s'est concentrée sur un autre crime, l'évasion fiscale. Des dizaines de milliers de citoyens américains cachaient illégalement leur argent en Suisse pour échapper à l'impôt, coûtant des milliards de dollars au Trésor américain. Washington a alors lancé une offensive juridique d'une ampleur sans précédent. Ils ont menacé de retirer leur licence bancaire aux États-Unis à la plus grande banque suisse, UBS, ce qui aurait signifié sa mort. La confrontation était inévitable. Le secret bancaire suisse allait affronter la puissance de la première superpuissance mondiale. Le point de rupture a été atteint en 2009. Sous une pression immense, UBS a craqué. La banque a accepté de payer une amende de 780 000 millions de dollars et, fait sans précédent, de livrer les noms de milliers de ses clients américains. C'était un tremblement de terre. Le dogme du secret bancaire, sacro-saint depuis 1934, venait d'être brisé. Pour la première fois, une banque suisse violait sa propre loi sous la contrainte d'un gouvernement étranger. C'était la brèche dans la forteresse. D'autres pays européens, eux-mêmes, en proie à des crises de la dette et affamés de recettes fiscales, ont suivi l'exemple américain. La pression est devenue insoutenable. L'ère du secret bancaire absolu touchait à sa fin. Face à cette offensive globale, la Suisse n'a eu d'autre choix que de céder.
Elle a accepté de mettre en place l'échange automatique d'informations. Ce système, entré en vigueur en 2017, oblige les banques suisses à transmettre automatiquement les informations sur les comptes de leurs clients étrangers aux autorités fiscales de leur pays de résidence. Sur le papier, c'est une révolution. C'est la fin officielle du secret bancaire pour les non-résidents. La Suisse a communiqué abondamment sur ce changement, se présentant comme un centre financier désormais propre et transparent. Elle a affirmé avoir tourné la page de son passé sulfureux. Mais est-ce vraiment le cas? Le système a-t-il été démantelé ou a-t-il simplement muté en quelque chose de plus sophistiqué? La réalité est que l'argent sale n'a pas disparu de la Suisse. Il a simplement changé de forme. Les avocats et les fiduciaires suisses, experts en ingénierie financière, ont trouvé de nouvelles failles, de nouvelles astuces. L'une des plus importantes est l'utilisation des sociétés de domicile. Un oligarque russe ou un homme d'affaires corrompu peut créer une société écran au Panama qui devient alors officiellement la détentrice du compte en Suisse. La banque peut alors prétendre ne pas connaître le bénéficiaire final. L'échange automatique d'informations se fait avec le Panama, une autre juridiction peu transparente, et non avec le pays d'origine de l'oligarque. Le secret est préservé, le système continue. C'est un jeu du chat et de la souris, et les souris ont toujours une longueur d'avance. Un autre secteur a pris le relais de la banque traditionnelle pour attirer l'argent opaque, le négoce de matières premières. Des entreprises géantes basées à Genève ou à Zug, comme Glencore ou Trafigura, contrôlent une part énorme du commerce mondial du pétrole, des métaux et des céréales. Leurs activités se déroulent souvent dans des pays en développement avec des gouvernements fragiles et une forte corruption. Ce secteur est notoirement opaque et très peu réglementé en Suisse. Des milliards de dollars transitent par ces sociétés, avec très peu de contrôle sur leur origine. Des enquêtes ont montré des liens entre ces négociants et des régimes corrompus en Afrique et en Amérique du Sud. La Suisse est devenue la plaque tournante non seulement de l'argent, mais aussi des ressources physiques qui génèrent cet argent. Et puis il y a l'arme secrète ultime de l'opacité, les ports francs. Ce sont des entrepôts ultra sécurisés comme celui de Genève qui sont considérés comme des territoires douaniers neutres. À l'intérieur, on peut stocker des biens de très grande valeur, des œuvres d'art, des vins fins, de l'or, des pierres précieuses, sans payer de TVA ni de droits de douane et en toute confidentialité. La propriété d'un tableau de Picasso valant 100 millions de dollars peut être transférée d'un propriétaire à un autre à l'intérieur du port franc sans qu'aucune trace publique ne soit laissée. C'est un moyen idéal pour blanchir de l'argent ou pour cacher des actifs aux créanciers, aux ex-conjoints ou au fisc. Les ports francs sont des trous noirs financiers, des coffres-forts dans le coffre-fort. Le problème fondamental est que l'opacité financière n'est pas un bug du système suisse, c'est sa caractéristique principale. C'est son modèle d'affaires, son avantage comparatif sur la scène mondiale. Toute l'industrie de la gestion de fortune, qui représente une part énorme du PIB du pays, repose sur cette capacité à offrir aux riches du monde entier un niveau de discrétion qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Des milliers d'avocats, de banquiers, de comptables et de fiduciaires très bien payés vivent de cette industrie. C'est un lobby extrêmement puissant qui s'oppose à toute véritable réforme. Chaque fois qu'une nouvelle réglementation est proposée pour plus de transparence, ce lobby crie à la mort de la place financière suisse et brandit la menace de la perte d'emploi. De plus, la culture politique suisse, avec sa démocratie directe et son fédéralisme, rend les changements difficiles. Le pouvoir est très décentralisé. Les cantons, comme Genève ou Zug, se livrent une concurrence fiscale acharnée pour attirer les entreprises et les riches particuliers, ce qui pousse les réglementations vers le bas. Les citoyens eux-mêmes ont une relation ambiguë avec le secret. Beaucoup le voient comme une partie intégrante de leur identité nationale, une protection de la sphère privée contre un État trop curieux. Lors de votations populaires, ils ont souvent rejeté des initiatives visant à accroître la transparence, convaincus par les arguments de l'industrie financière sur la prospérité économique. Il est difficile de voter pour la fin d'un système qui a rendu votre pays si riche. La restitution des avoirs des dictateurs reste un défi immense. Même lorsque la Suisse accepte de coopérer, le processus est d'une lenteur exaspérante. Il peut prendre des décennies. Les avocats suisses, payés par les fonds volés eux-mêmes, utilisent de toutes les astuces juridiques pour retarder les procédures. Et même quand l'argent est finalement restitué, il n'y a aucune garantie qu'il ne sera pas détourné à nouveau par le nouveau régime en place dans le pays d'origine. La Suisse a restitué quelques milliards au fil des ans, notamment au Nigeria et aux Philippines, mais ce n'est qu'une infime fraction de ce qu'elle a abrité. Et pour chaque dollar restitué, on peut se demander combien de nouveaux dollars sales sont entrés par d'autres portes. Alors, la Suisse a-t-elle changé? Oui
En surface, le secret bancaire à l'ancienne, celui qui protégeait n'importe quel fraudeur fiscal européen ou américain, est bel et bien mort. La pression internationale a été trop forte, mais le modèle économique fondamental, qui consiste à attirer les capitaux du monde entier en leur offrant une opacité et une stabilité juridique, est toujours bien vivant. Il s'est simplement adapté. Il est devenu plus subtil, plus complexe. Il ne s'adresse plus tant aux petits fraudeurs fiscaux qu'aux très grandes fortunes, aux multinationales et aux kleptocrates des pays où l'état de droit est faible. Le produit a changé, mais le client est toujours roi. L'histoire de la Suisse est un miroir de la face la plus sombre de la mondialisation financière. Elle nous montre que la neutralité morale peut être une arme économique redoutable. Elle révèle comment la richesse des uns peut être directement construite sur la misère des autres. L'argent des dictateurs n'a pas seulement enrichi une poignée de banquiers. Il a irrigué toute une économie, payé des salaires, financé des infrastructures et contribué à créer l'un des niveaux de vie les plus élevés du monde. C'est l'héritage inconfortable de la Suisse. Un héritage de prospérité construit sur une mer de secrets et de souffrances. Le coffre-fort est peut-être mieux gardé, mais il était loin d'être vide. Au final, le véritable secret de la Suisse n'est pas celui de ses banques, mais sa capacité à s'adapter et à survivre. Elle a transformé sa faiblesse géographique en une force financière. Elle a vendu l'opacité comme un produit de luxe. Aujourd'hui, alors que le monde exige plus de transparence, la Suisse est à la croisée des chemins. Peut-elle inventer un nouveau modèle économique qui ne dépende plus de l'argent douteux? Ou continuera-t-elle à jouer au chat et à la souris avec la justice internationale? La concurrence est rude. D'autres places financières, comme Dubaï ou Singapour, copient son ancien modèle. La bataille contre l'argent sale est loin d'être terminée. La question que nous devons tous nous poser est la suivante. La Suisse a-t-elle véritablement changé ou a-t-elle simplement perfectionné l'art de la dissimulation? Partagez votre opinion dans les commentaires.